Alors, donc rebonjour, suite du coup de la première vidéo que j'avais faite là-dessus. Alors, donc au niveau économique, l'enjeu du contrôle des frontières, du coup, ça va être de pouvoir gérer et de pouvoir équilibrer donc les relations économiques avec d'autres États. En fait, la frontière, elle va faire office de barrière, un petit peu douanière, pour pouvoir maîtriser son économie et sanctuariser son économie. Alors je vous le mets derrière, les enjeux ils sont divers, déjà du contrôle des frontières, garantir la sécurité de l'État et de sa population, ça paraît évident, ça je n'en ai pas beaucoup parlé. Donc du coup avec une armée, avec une police qui permet d'éviter l'intrusion de personnes ou de marchandises gênantes ou dangereuses. Il y a aussi des enjeux économiques. En maîtrisant ses frontières, un État peut protéger son économie face à des États plus compétitifs, donc des États qui coûtent moins cher globalement au travail, et ainsi garantir sa stabilité sociale et l'intégrité de ses entreprises stratégiques. Par exemple, vous vendez, je sais pas, des trains. Les trains sont produits en France ou des avions, tiens avec Airbus. Bah, si jamais les avions chinois coûtent moins cher, les entreprises vont plutôt aller acheter chinois. Donc l'enjeu, ça va être de construire des avions chez soi, de pouvoir mettre des taxes pour éviter qu'ils soient importés ailleurs, et ainsi du coup équilibrer le marché. Les enjeux vont être aussi politiques, et là ils sont plus délicats. Donc en Europe, les migrants, ils sont au cœur de disputes politiques entre partis et entre pays, qui ouvrent ou ferment leurs portes en fonction de leurs intérêts immédiats et de l'électorat visé. Ça, c'est sans prendre en compte les drames humains qui se déroulent par la suite. Donc quand vous entendrez parler un petit peu de ces enjeux-là, ayez ça derrière la tête, c'est que derrière, il y a un drame humain. Il y a un drame humain qui est provoqué à la fois par l'attrait que peut avoir l'Europe, par des politiques qui peuvent être attractives mais qui sont meurtrières pour autant, ou inversement, des politiques qui font fi des droits de l'homme et qui bloquent complètement tout passage, entraînant ainsi des drames. Donc en fait, il y a un juste équilibre à trouver, qui est très compliqué à trouver. Alors ça m'amène à parler donc du grand 4, les espaces transfrontaliers. Alors je vais passer assez vite dessus, et l'idée c'est de voir un petit peu quel rôle joue la frontière. Alors là on a deux études de cas, on a l'étude de cas de la France et l'étude de cas de la frontière américaine. Donc d'un côté, on a des pays qui n'ont pas vraiment de barrière frontalière. Donc là, avec par exemple la frontière avec l'Italie, on voit qu'il y a une grande région frontalière, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, le Luxembourg ou la Belgique. Et donc on voit qu'il y a certains grands groupes donc transfrontaliers qui se sont créés. C'est-à-dire que les populations d'un côté et de l'autre de la frontière circulent, on le verra plus tard. Et à l'inverse, on a la frontière américaine qui, elle, constitue une barrière, mais une barrière filtrante, qui va permettre un petit peu de faire circuler des marchandises. Alors je vous demandais, je vous parlais des espaces économiques qui profitent du différentiel économique. Donc économique deux fois, enfin bon, on reviendra là-dessus, on revient pas là-dessus. Quel est l'intérêt que présente la barrière frontalière pour les acteurs des deux États? Bon, alors, si vous n'avez pas répondu à la question, essayez d'y répondre vous-même. Si jamais vous voulez la réponse, je passe à la suite tout de suite. Alors, les intérêts, c'est que déjà, il y a ce qu'on appelle une différence, un différentiel économique. Donc là, je vous en parlais tout à l'heure pour l'Europe. Vous avez le PIB par habitant du Texas et celui de, alors j'arrive pas à voir cet état-là, Coahuila, au Mexique. On voit qu'il est très différent. Donc on a un pays développé avec un PIB par habitant élevé, et à l'inverse, un pays où le PIB par habitant est faible. Donc nécessairement, c'est que ces populations-là vont coûter moins cher à recruter. Donc les entreprises américaines, hop, elles vont passer de l'autre côté de la frontière, dans ce qu'on voit en rose, les petites bulles roses, donc dans les villes qui sont frontalières, pour pouvoir se développer et recruter des Mexicains. Alors l'intérêt que ça a pour les Mexicains, c'est que c'est moins cher. Parce que finalement, enfin que c'est moins cher, pardon, que c'est rentable. Parce qu'au final, les populations, elles vont venir travailler parce que les salaires américains seront plus élevés que ceux des entreprises mexicaines. C'est comme ça, c'est un fait, il faut attirer de la main-d'œuvre. Donc du coup, cette main-d'œuvre va être attirée par ces salaires, même s'ils paraissent faibles aux États-Unis, pour pouvoir travailler. Alors maintenant, ça reste qu'ils sont exploités, hein, ça reste des usines qui sont pas, voilà, ça reste de l'exploitation. Néanmoins, l'idée derrière, c'est que quand même, ça permet un certain développement. Derrière, on a aussi une barrière douanière et des différences de salaire qui constituent un attrait pour les entreprises. Là, on voit bien que du coup, ben, ce qu'on a en gros carré, c'est ce qu'on appelle les maquiladoras. Donc, ce sont des grosses entreprises qui viennent s'installer là-bas, et donc on voit qu'elles sont très 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 nombreuses de ce côté-là de la frontière. Les frontières sont aussi très contrôlées. Alors, vous avez tous entendu parler du mur de Trump, je reviens pas là-dessus, ce que vous avez en gros pointillé là. Alors, le mur a été construit avant Trump, hein. Trump, il est bien utile pour pouvoir dire que c'est pas bien. Il a commencé à être construit sous Bush et Obama a poursuivi sa construction. Trump va juste rajouter en gros cette partie-là là, qu'on a au milieu, qui est moins peuplée, mais qui est quand même un lieu de passage. Donc c'est une frontière qui reste très contrôlée, parce qu'on voit tout de même que de l'autre côté, la population hispanique, donc mexicaine hein, globalement, elle est très élevée de l'autre côté de la frontière. Donc les Américains, voulant limiter cet afflux de population, ont tout simplement verrouillé un petit peu cette frontière et laissent juste passer des marchandises. Voilà. Donc encore une fois, on revient toujours sur l'immigration. Donc ici, l'intérêt de cette frontière, c'est qu'elle permet aux deux pays d'être gagnant-gagnant. Les États-Unis ont des entreprises qui peuvent se développer et permettent après de vendre des marchandises moins chères aux États-Unis, au Mexique.
Et à l'inverse, on a un pays, le Mexique, qui peut développer son économie, permettre à sa population d'avoir un travail, et donc se développer grâce aux entreprises américaines. Donc la frontière ici joue un rôle fondamental pour les deux pays. Maintenant, on a un autre cas d'intégration, on a un autre cas, c'est l'intégration régionale. Donc en gros, la plus ou moins disparition des frontières. Alors, même si aujourd'hui, effectivement, c'est totalement faussé, puisque toutes les frontières viennent de se fermer, de l'intérêt quand même de les garder un petit peu contrôlées. Avec les frontières françaises du Nord. Alors j'ai gardé celles du Nord parce que je ne vais pas toutes les faire, c'est un peu long. Et donc là, du coup, je vous pose plusieurs questions. Donc à savoir, trouver trois types de situations régionales, rechercher le salaire moyen et les taux de chômage au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en France, ça je vous laisserai la discrétion de le faire, et comment expliquer la croissance résidentielle et pas celle de l'emploi près de la frontière en France. Et pareil, à l'aide de la recherche internet, montrer pourquoi il y a une grave crise démographique dans l'Est depuis des années 70, avec la légende à côté. Alors, donc si vous ne l'avez pas fait, pareil, faites-le, et sinon j'en parle juste après. Alors, donc l'idée, c'est qu'il y a trois types en ce qu'on appelle une typologie, trois types de zones frontalières françaises pour le Nord. Il y a des métropoles dynamiques. Ici, on va avoir Strasbourg et ici Lille. Donc, c'est les deux grandes métropoles du Grand Est. Enfin, du Grand Est, de la région Hauts-de-France et du Grand Est. Donc, ces deux villes, elles profitent déjà de leur statut de métropole qui permet d'attirer de la population française, d'attirer des investisseurs au niveau économique, et aussi de leur statut tout simplement proche de la frontière, puisque les populations de l'autre côté vont y venir régulièrement. Il y a aussi des territoires qui sont complètement en crise. Donc là, on a des territoires qui, à l'inverse, sont complètement marginalisés par rapport à la frontière. Donc là, ici, on a le territoire de Belfort, on a le territoire de Forbach, on a les Ardennes, un peu plus large que les Ardennes d'ailleurs, et on pourrait parler un petit peu de Hirson, notamment qui est ici, donc du nord de la Thiérache. Alors pourquoi ces zones-là sont marginalisées? Tout simplement parce que déjà elles ont connu un fort taux de chômage, elles ont un fort taux de chômage, elles sont peu attractives du fait justement du manque de grandes villes et du manque d'infrastructures. Les Ardennes sont globalement recouvertes de forêts. Et aussi, tout simplement de leur éloignement des grands centres urbains. Là on voit que les Ardennes, il n'y a pas de grandes villes autour. Pareil pour Forbach, Strasbourg est très loin. Et Belfort, c'est pareil. Belfort, c'est dans les montagnes, c'est pas terrible au niveau placement géographique. Donc ces villes-là sont marginalisées. Elles connaissent une crise assez forte, donc la population baisse et l'emploi aussi baisse. À l'inverse, on a des territoires qui sont résidentiels, là pour le coup, donc des territoires qui essentiellement voient des populations arriver pour y habiter. Alors pourquoi est-ce que ces populations-là viennent exclusivement y habiter? Alors tout simplement parce que si on regarde de l'autre côté de la frontière, on se rend compte que de l'autre côté, on a une croissance résidentielle et une forte hausse de l'emploi. Alors, ce qui se passe du côté allemand, du côté Luxembourg et du côté belge, c'est qu'en fait, la population française vient y vivre vient y travailler. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique ont des salaires un peu plus élevés que la France. En Belgique, c'est aussi le coût de la vie qui est moins cher. Le Luxembourg a des salaires à peu près 1,5 fois plus élevés, l'Allemagne 1,4 fois pour des gens qui sont formés. Et ces trois pays ont la particularité de manquer cruellement de main-d'œuvre. Le Luxembourg, c'est 800 000 habitants, donc c'est un pays qui est tout petit, qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais qui n'en trouve pas chez lui. La Belgique, c'est un pays qui manque de main-d'œuvre qualifiée pour le coup, pas de main-d'œuvre tout court, donc il fait appel à de la main-d'œuvre française pour ça. Et l'Allemagne, c'est tout simplement un pays qui est en décroissance démographique, donc qui a besoin de main-d'œuvre jeune et qualifiée, qu'elle va aller chercher en France. Donc plutôt que de vivre en Allemagne, qui n'est pas leur pays, parce que ces gens-là ne parlent pas forcément allemand, ils vont habiter du côté français, qui est moins cher en termes de loyer, ou en termes de foncier d'ailleurs, d'achat des terres, et ils vont aller travailler de l'autre côté où les salaires sont plus élevés. Pareil pour le Luxembourg et pareil pour la Belgique. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différenciation des espaces avec les dortoirs en France, si vous voulez, et le travail en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Alors quel problème ça va poser aujourd'hui? C'est que si vous fermez la frontière, les gens ne peuvent pas les travailler, et que pareil, on est tributaire de ces pays-là au niveau politique. C'est-à-dire que si l'Allemagne demain décide que les travailleurs français piquent le travail des Allemands, elle peut très bien décider de leur interdire de travailler ou de mettre des taxes, ce qui serait problématique, et ce qui déclencherait une crise dans ces régions. Alors qu'est-ce que ça a provoqué dans ces régions? Ça a tout simplement provoqué une sortie de crise démographique. Parce que l'ensemble de ces régions-là ont vu leur population chuter tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, et ça s'est inversé très récemment avec ça. Alors pareil, qu'est-ce qui a provoqué du coup cette chute démographique dans l'Est et cette crise? C'est tout simplement l'arrêt de l'industrie lourde française dans l'Est. Alors jusque dans les années 70, il y avait beaucoup de mines, notamment dans cette région-là, qui est la Lorraine. Il y avait beaucoup d'industries métallurgiques dans les Ardennes, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l'Est, et en fait cette industrie, elle est partie. Elle est partie sur la côte, par exemple à Dunkerque, elle est partie sur la côte au Havre, et elle est surtout partie dans les pays étrangers, moins chers comme la Chine.
Alors l'Allemagne a connu le même phénomène de l'autre côté, sauf que l'autre côté est plutôt rural à la base, et plutôt tourné vers les services. L'industrie allemande elle est plus au nord, là elle est vers la Ruhr. Ce qui fait que ces zones ont fait leur transition industrielle beaucoup plus rapidement que celle de la France. Donc ces zones-là sont moins en crise. Et pareil, elles bénéficient d'une main-d'œuvre pas chère, qui est la main-d'œuvre française, pour travailler chez elles. Ce qui explique cela. On voit qu'il y a d'autres régions qui sont en crise, hein. En Allemagne, on en voit quelques-unes. En Belgique aussi. Alors la Belgique n'affiche pas, vous voyez, toute cette zone-là, qui sont dans les Ardennes belges, et qui sont aussi en crise au niveau démographique. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça nous amène, oui voilà, donc ça c'est la correction aussi. Et du coup voilà, donc je vous laisserai recopier ça. Ça crée donc une interdépendance et intègre les régions entre elles. Ça c'est important à connaître, c'est vraiment la notion importante, l'interdépendance entre les régions en Europe. Derrière, je vais vous montrer un petit peu les flux. Pour les flux de travailleurs, ils sont très importants. En France, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent grâce à ça. Ils vont se diriger principalement vers quelques pays. Monaco, bon, c'est là où va la grosse flèche là, que vous voyez ici. L'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. La Belgique un petit peu, mais la Belgique, il y a un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que les Belges aussi viennent travailler en France. Donc voilà. Les pays principaux, c'est vraiment Luxembourg, Allemagne, Suisse et Monaco. Tout simplement parce que ces pays payent bien. Donc on voit l'importance de ces flux et ça entraîne aujourd'hui une urbanisation très forte le long des frontières, alors que les frontières françaises étaient plutôt des zones rurales et boisées, tout simplement parce qu'il fallait les protéger militairement et que la forêt c'est pratique pour ça. Alors je vous m'excuserai un petit peu pour le bricolage un peu que je fais là-dessus pour ces séances-là. On fait un peu comme on peut. Et j'ai horreur de l'informatique, donc prenez soin de vous et surtout investissez dans un Monopoly ou apprenez à jouer au poker parce que ça va être long. Bonne soirée à vous, au revoir.